Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Henri. Bonjour Lydie. Les 2 dernières semaines, nous avons parlé de la transmission des textes bibliques du Nouveau Testament en grec. Aujourd'hui, nous commençons un ensemble d'émissions consacrées aux textes de l'Ancien Testament, et en particulier de ceux que l'on appelle les manuscrits de la Mer Morte. Leur découverte remonte à 1947. L'étude, quant à elle, est toujours en cours et n'est pas prête d'être clôturée. Henri, à toi de nous éclairer sur les enjeux, le rôle de l'archéologie et leur importance pour le lecteur de la Bible. Rien que ça, merci du peu. Mais c'est vrai que les questions que tu poses sont des plus intéressantes parce que la découverte des manuscrits de la Mer Morte a ouvert un champ d'investigation qui est toujours d'ailleurs extraordinaire pour 2 raisons. Premièrement, par la quantité de documents que l'on trouve et deuxièmement, par leur date de rédaction. La quantité, elle est phénoménale. Elle provient d'à peu près 400 manuscrits à l'origine, mais dont beaucoup ne sont qu'en miettes, en morceaux, donc ça faisait énorme. Et puis, la date de rédaction remonte jusqu'au IIe siècle, avant Jésus-Christ. C'est ancien, mais est-ce exceptionnel ? Oui, c'est exceptionnel, parce qu'il faut savoir que jusqu'au moment de la découverte en 1947, et qui n'est pas encore le moment où on commence à étudier, mais jusqu'au moment de la découverte en 1947, les plus vieux manuscrits que l'on possède de l'Ancien Testament datent des années 900, années 1000 de notre ère chrétienne. Et voilà que tout à coup, on découvre là des documents qui sont de 1000 ans plus anciens. Alors, ces 2 documents anciens que l'on possédait, et que l'on possède toujours, mais qui étaient ceux sur lesquels on basait les traductions bibliques, c'est le Codex d'Alep, c'est un Ancien Testament en hébreu, c'est un document qui date de 930 après Jésus-Christ. L'autre document, c'est le Codex Leningrad, ou Leningradensis. Lui, il date des années 1008-1009, on n'est pas tout à fait sûr. Et ces 2 documents, donc séparés de 60-70 ans, 80 ans l'un de l'autre, sont ceux sur lesquels toutes les traductions bibliques étaient basées et sur lesquels on se base encore beaucoup aujourd'hui. Mais jusqu'il y a une centaine d'années, 150 ans, on disait que ça, c'était des manuscrits trop récents pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de traficage, un peu comme on disait pour le Nouveau Testament, qu'il n'y ait pas eu de traficage dans la transmission des textes. Et d'ailleurs, les savants, les chrétiens, les biblistes étaient bien conscients du problème. En 1941, par exemple, il y a un chrétien, un érudit chrétien anglais, qui écrit ceci: « Depuis longtemps, les étudiants de la Bible rêvent d'une découverte archéologique d'anciens manuscrits bibliques. Que ne donnerions-nous pas pour une ancienne édition du livre biblique d'Ésaïe ? Malheureusement, à notre connaissance, un aussi inestimable trésor n'existe pas. » C'était Miller Burroughs qui a écrit cela. En 1941, 6 ans plus tard, 1947, il y a la découverte des manuscrits de la Mer Morte, les premiers manuscrits. Et parmi ces premiers manuscrits que l'on découvre, il y a un livre d'Ésaïe, complet. C'est d'ailleurs le plus beau des documents de tous ceux que l'on a trouvés à la Mer Morte, et c'est un livre complet. C'était extraordinaire. Par contre, par rapport donc aux manuscrits dont nous avons parlé précédemment, donc celui d'Alep et celui de Leningrad, il y a une différence de 1000 ans à peu près. Oui, et c'est ce qui est vraiment ce qui a été une découverte des plus intéressantes, parce qu'on allait enfin pouvoir faire une étude comparative des textes que tout le monde acceptait il y a une soixantaine d'années comme étant les bons textes bibliques. Et voilà que l'on trouve des manuscrits de 1000 ans plus anciens, et on allait pouvoir comparer les 2 et savoir s'il y avait eu une évolution, un traficage des textes. Et c'est donc là où l'intérêt était, tout le monde retenait son souffle, tellement on allait se dire qu'est-ce qui va en sortir, en bien ou en mal. Essayons de revivre un peu l'histoire palpitante des découvertes près de la Mer Morte, en commençant par la Mer Morte elle-même, véritable phénomène géologique. Sea level, niveau de la mer. C'est le signe que l'on rencontre en roulant depuis Jérusalem vers l'est, vers l'intérieur des terres. Et il faudra encore descendre de 400 mètres sous ce niveau
pour atteindre la mer Morte, cet immense lac intérieur de 70 km de long sur 17 km de large et avec une profondeur de quelques 300 mètres. Durant toute l'année, la température avoisine ici les 40 degrés. Dans cette eau, tellement chargée en sels minéraux à cause de la forte évaporation de l'eau, les touristes viennent flotter. La température de surface est de 37 degrés. La salinité de 33% fait que le sel se cristallise aux abords pour créer d'étranges sculptures. Au sud de la mer Morte, sur la rive occidentale, s'élève un des sites les plus impressionnants du Moyen-Orient, Masada. C'est un gigantesque rocher isolé qui, de ses 300 mètres, domine la mer Morte. L'histoire de Masada commence avec Hérode le Grand, celui qui ordonna le massacre des enfants. Vivant dans la crainte d'une révolte juive, il s'était fait aménager ici un repère d'aigles en forme de palais luxueux. L'endroit, pratiquement inaccessible et imprenable, devint avec Hérode un luxueux palais, avec des terrasses étagées et toute une logistique pour vivre en cet endroit surchauffé du désert. Si Hérode n'eut jamais l'occasion de se retrancher dans sa forteresse, les résistants juifs, les zélotes, le firent en l'an 66, lors de la grande révolte juive. Mais Rome revint, et en l'an 70, après avoir assiégé et détruit la ville de Jérusalem, les légionnaires viennent mettre le siège devant Masada. Le tracé des camps romains est toujours visible dans la plaine. Le siège dure 3 ans. 3 ans pendant lesquels les Romains préparent méthodiquement l'attaque en construisant une colossale rampe d'accès. Le 2 mai 73, l'assaut final a lieu. Mais lorsque les Romains pénètrent enfin sur le plateau, c'est un silence de mort qui les accueille. Les 960 zélotes résistants, avec leurs femmes et enfants, ont préféré le suicide collectif au déshonneur des vaincus. Au nord, sur cette même rive occidentale de la mer Morte, se trouve un autre endroit célèbre et dont l'histoire n'est pas sans lien avec celle de Jérusalem et de Masada. À quelques centaines de mètres de la rive se trouve une terrasse calcaire qui domine la mer Morte. Un peu plus loin commencent d'impressionnantes falaises. C'est à côté d'un wadi, le lit desséché d'un torrent, que se trouvent depuis toujours les ruines de très anciennes habitations. L'endroit n'avait jamais retenu l'attention des archéologues, mais il était une fois, au printemps 1947, un jeune bédouin, Mahmoud Eddib. Il est à la recherche d'une chèvre égarée, dit la version la plus vraisemblable de l'histoire. Certains ont prétendu qu'il cherche des cachettes pour une marchandise de contrebande. Quoi qu'il en soit, il explore les alentours de Wadi Qumran, lance une pierre dans une des cavités et entend un bruit de poterie qui se casse. Attiré par l'idée de trésor, il se laissera glisser dans la cavité pour découvrir 8 jarres intactes et les restes d'une 50aine d'autres jarres. Selon ses propres dires, quelques années plus tard, il était déçu de ne trouver que des cruches avec du vieux cuir et des chiffons puants. Il emmène quelques échantillons de ce vieux cuir et avec des amis se rend à Bethléem pour que le cordonnier lui en fasse des nouvelles lanières pour ses sandales. Heureusement, le cordonnier est aussi amateur d'antiquité. Il a tôt fait de remarquer qu'il s'agit de parchemins couverts d'écritures. Il leur achète les rouleaux et plusieurs des jarres pour $5, dit-on. Lui-même chrétien de l'église syrienne et pensant que l'écriture pouvait être syriaque, il se rend à Jérusalem pour rencontrer le métropolite du monastère syriaque Saint-Marc à Jérusalem. Il en profite pour consulter en même temps quelques antiquaires de la vieille ville de Jérusalem. Et c'est ainsi que, via via de bouche à oreille, le professeur juif Éléazar Soukenik examine 3
des rouleaux et il peut les acquérir pour le jeune État d'Israël. Dans le monastère Saint-Marc, le père Athanase Jésus Samuel achète, lui, 4 autres rouleaux à Kando, c'était le nom du cordonnier, pour une centaine de dollars, dit-on. Lui aussi va rencontrer le professeur Souknik avec ses 4 rouleaux pour en faire vérifier l'authenticité. Aucun doute pour le professeur juif, il s'agit bien de véritables documents juifs datant du 1er siècle avant Jésus-Christ. Souknik en comprend immédiatement l'importance et en pleine guerre d'indépendance, on est dans les années 47 et 48, il va rédiger un article qui servira 2 années plus tard au départ des fouilles entreprises par le père dominicain Roland de Vaux. Mais le père Samuel, lui, ne veut pas vendre ces 4 manuscrits à Souknik et il se rend à l'école américaine de recherches orientales, aujourd'hui appelée l'Institut Albright. Le directeur de l'époque, John Trevor, envoie une photocopie des rouleaux au célèbre archéologue de l'époque, le professeur Albright, et 3 semaines plus tard, la dépêche lui revient. Félicitations pour la plus grande découverte de manuscrits du siècle. Il n'y a aucun doute, les manuscrits datent bien du 1er et 2e siècle avant Jésus-Christ. Quelle trouvaille incroyable! Signé professeur Albright. Après la découverte des premiers rouleaux bibliques, les falaises avoisinantes de Qumran sont prises d'assaut. Archéologues et bédouins rivalisent d'ingéniosité et de vitesse pour explorer les environs à la recherche d'autres grottes et d'autres trésors. Les bédouins profitent de leur connaissance du terrain, les archéologues, eux, vont profiter de techniques d'alpinisme et vont, dans certaines occasions, même utiliser l'hélicoptère. Et les résultats ne se font pas attendre. Devant les yeux ébahis des savants et des archéologues, de nombreuses grottes naturelles vont livrer des trésors. Des pièces de monnaie, des paniers, des objets d'usage courant comme ces carafes, ou ce petit miroir, ou ces clés de porte, c'est vrai un peu encombrante pour mettre en poche. Le tout était dans un remarquable état de conservation dû aux conditions climatiques exceptionnelles de cette région. Mais le plus important fut la découverte d'un très grand nombre de manuscrits. Le quart de ces manuscrits étaient des manuscrits de textes bibliques. Tous les livres de l'Ancien Testament étaient représentés, certains en plusieurs exemplaires. À l'instar du désert du Sinaï, un autre endroit désertique du Moyen-Orient, la mer Morte, venait de livrer une merveille cachée et oubliée. Et Henri, le temps de notre émission touchant à sa fin, je suppose que les explications sur l'intérêt des découvertes des manuscrits de la mer Morte sont pour la semaine prochaine. Comment l'as-tu deviné, Lydie ? Je commence à te connaître. Chers téléspectateurs, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. Au revoir. Au revoir Henri.